Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler d'un certain nombre de réalités que Pierre Bourdieu nomme des stratégies de reproduction. Donc stratégies que les familles mettent en place pour reproduire leur capital. Donc il faut savoir que les riches veulent que leurs enfants soient encore plus riches et plus cultivés qu'eux. D'accord? Donc il y a un investissement des familles important sur les enfants pour assurer leur réussite scolaire, leur réussite professionnelle et leur réussite matrimoniale, c'est-à-dire pour qu'ils réussissent leur mariage. Donc, qu'est-ce que c'est que la reproduction? Il y a d'abord la reproduction biologique, hein, l'accouplement, la séduction, le mariage. Ça, c'est la reproduction biologique. Bien sûr, d'après les biologistes, il y a une sélection sexuelle des mâles. Hein, les femelles, en tout cas dans la nature, préfèrent les mâles grands, forts, sains, et qui donneront donc une progéniture robuste et viable. Ça, c'est l'aspect biologique. Mais Pierre Bourdieu ne parle pas de cet aspect-là, ou très peu, il parle plutôt de la reproduction sociale. C'est la reproduction des classes sociales, des hiérarchies sociales, des inégalités sociales. Donc, qu'est-ce que c'est que la reproduction sociale? C'est tout simplement le fait que les enfants de riches sont encore plus riches et les enfants de pauvres encore plus pauvres. Tout simplement, c'est ça la reproduction sociale. La reproduction du même schéma social. Reproduction des inégalités sociales. Donc Pierre Bourdieu appelle ce phénomène, appelle cette structure la reproduction sociale. Les stratégies de reproduction, les familles mettent en œuvre d'abord des stratégies résidentielles. Hein. On choisit un bon quartier pour soi et ses enfants. On choisit plutôt un quartier bourgeois, calme, avec tous les services, théâtre, musée, conservatoire, juste à côté. Donc il y a la fuite, ça je le répète, mais c'est très important, parce que ça explique le clivage résidentiel entre les classes bourgeoises et les classes populaires. Il y a une fuite des lieux de résidence des pauvres, des classes laborieuses, classes dangereuses. Les stratégies de reproduction sont aussi des stratégies scolaires. On choisit une bonne école bourgeoise pour ses enfants, loin des Arabes, loin des Noirs et loin des pauvres. On donne aussi des cours particuliers pour les enfants pour qu'ils réussissent leur scolarité. On leur fait apprendre des langues mortes comme le latin et des langues étrangères comme le russe. On leur fait choisir des bonnes filières comme la filière S scientifique qui n'est plus qui s'appelle plus comme ça maintenant. On leur Évidemment, on leur fait faire de la musique et du sport pour choisir de bonnes écoles plus tard. Bien sûr, les stratégies de reproduction sociale sont aussi des stratégies sexuelles ou matrimoniales. Hein. Il faut faire rencontrer les jeunes riches pour créer des affinités amoureuses. Il y a une homogamie de classe, il y a un entre-soi sexuel, il y a un évitement des mésalliances, il y a un évitement matrimonial des classes laborieuses dangereuses. Les stratégies de reproduction sont aussi des stratégies de fécondité. Hein. Il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants pour ne pas dilapider son capital. Hein. Si vous voulez, pour résumer, pour aller vite, plus vous avez d'enfants, et plus vous aurez du mal à vous en occuper et les aider à réussir. D'accord? Ça, c'est une stratégie de fécondité. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'enfants ou très peu ou pas du tout? C'est une stratégie très importante que les couples et les familles mettent en place pour reproduire justement leur capital, pour augmenter leur capital. Donc, stratégie de fécondité, en général, les classes bourgeoises n'ont pas beaucoup d'enfants pour ne pas dilapider leur capital. Donc, la bourgeoisie moyenne, par exemple, c'est plutôt un seul enfant. Hein, on investit tout pour lui garantir une ascension sociale. Hein, il va devenir médecin, avocat ou fonctionnaire agrégé. C'est ça la stratégie de fécondité. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir beaucoup d'enfants pour avoir le temps et les moyens financiers et culturels de les aider à s'en sortir. Les stratégies de reproduction sont aussi des stratégies successorales, de la succession, de l'héritage. Hein. La question qui se pose pour les familles, c'est comment partager l'héritage, mais tout en ne le dilapidant pas. Euh, Bourdieu a étudié par exemple son Béarn natal, et dans le Béarn, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est que le capital est conservé par l'aîné, hein, par la même famille, par le même nom. C'est-à-dire que c'est l'aîné qui va hériter de la maison, c'est l'aîné qui va hériter de la terre, etc. Ça, c'est le droit d'aînesse. Ça, c'est une stratégie successorale pour ne pas partager le capital entre tous les enfants. On garde le capital entre les mains d'une seule personne.
L'autre stratégie de reproduction, ce sont les stratégies prophylactiques. C'est tout simplement, si vous voulez, pour résumer, les stratégies médicales, alimentaires et sportives. On peut les appeler autrement, moi je préfère les appeler comme ça. Donc on s'occupe de la santé des enfants et on évite la maladie pour eux. Stratégies prophylactiques, ce sont des stratégies, si vous voulez, préventives. D'accord ? Les bourgeois apprennent à leurs enfants à manger sainement, à faire du sport pour avoir un beau corps mince, élancé, sain, fin, etc. Donc tout ça, ce sont des stratégies prophylactiques. Donc, je vous donne ici une citation de Pierre Bourdieu que vous trouverez dans le site Percé, que j'ai tiré d'un de ses articles. Les stratégies prophylactiques, elles sont destinées à maintenir le patrimoine biologique en assurant les soins continus ou discontinus destinés à maintenir la santé ou à écarter la maladie, et plus généralement en assurant une gestion raisonnable du capital corporel. Capital corporel, c'est le capital santé, le capital corporel. Donc il n'y a pas que le capital économique, il n'y a pas que le capital culturel, il n'y a pas que le capital social ou symbolique, il y a aussi pour Pierre Bourdieu un capital corporel à préserver. L'autre stratégie de reproduction que les familles mettent en place, ce sont les stratégies d'investissement économique, au sens large, comme dit Bourdieu, qui sont orientées vers la perpétuation ou l'augmentation du capital sous ces différentes espèces. Pour résumer, on va dire qu'on va investir dans des entreprises, par exemple, et acheter des actions pour les transmettre aux enfants. Donc acheter, excusez-moi là, il y a un E, acheter des appartements, par exemple, pour les études des enfants. Ça, c'est une stratégie d'investissement économique. Donc, dans toutes ces stratégies, il s'agit d'apprendre à ces enfants comment investir, les impliquer dans la gestion de l'usine familiale, dans le restaurant familial. Donc, il y a beaucoup de choses qui se transmettent aussi de cette façon. Dans les stratégies de reproduction, il y a aussi les stratégies d'investissement social, qui sont orientées vers l'instauration ou l'entretien de relations sociales directement utilisables ou mobilisables à court ou à long terme. Donc on investit pour avoir un bon réseau social à transmettre aux enfants, des amis haut placés, un carnet d'adresses, etc. Ça aussi, c'est une stratégie de reproduction. Les stratégies d'investissement social, ça peut aider à trouver, encore une fois, on l'a déjà dit, mais c'est important de le répéter, une bonne école, un bel appartement, un bon stage, faire un beau mariage. Deux individus, ça c'est très important à savoir, avec les mêmes compétences, c'est-à-dire qu'ils ont le même capital culturel, n'ont pas les mêmes postes, ni les mêmes salaires, car si l'un a un réseau social et l'autre non. Donc vous avez beau avoir du capital culturel, si vous n'avez pas un bon réseau social, eh bien vous n'aurez peut-être pas un bon poste, vous n'aurez peut-être pas un bon salaire. L'une des dernières stratégies de reproduction, c'est les stratégies idéologiques. C'est-à-dire que les dominants se battent pour inculquer à toute la société des idées conformes à leurs intérêts. Qu'est-ce que ça signifie ? Stratégie idéologique, des dominants par exemple, on entend cette idéologie dans les médias par exemple, il faut moins d'impôts, moins d'État, moins de fonctionnaires, les riches méritent d'être riches et les pauvres méritent d'être pauvres, les riches ont pris des risques et ils doivent être récompensés pour leur prise de risque, les riches font fonctionner l'économie et créent de l'emploi. Ça, ce sont des stratégies idéologiques que les dominants mettent en place à travers les médias par exemple. Les stratégies idéologiques sont des stratégies en même temps médiatiques, ce sont des stratégies de communication si vous voulez. On achète des médias pour transmettre au peuple l'idéologie dominante. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a manipulation ? Est-ce qu'il y a complot ? Personnellement, je pense que non, parce que les journalistes sont des bourgeois comme les autres, ils ont le capital économique et le capital culturel de la bourgeoisie, et qui ont un point de vue bourgeois sur le monde. Donc ils n'ont pas besoin d'être manipulés par les industriels qui achètent les médias. Donc ils pensent comme eux parce qu'ils viennent du même milieu social qu'eux, tout simplement. Donc les stratégies idéologiques, alors ça pourrait s'appeler aussi stratégie de sociodyssée.
hein. Stratégie de socio-odyssée, c'est Max Weber qui utilise ce terme. Max Weber est un sociologue allemand. Socio-odyssée, tout simplement, c'est une idéologie qui justifie les inégalités sociales, hein. La socio-odyssée, c'est quoi? C'est les riches sont diplômés, intelligents, ils ont de bons gènes. Encore là, excusez-moi, encore une fois, il y a un S à bon. Ils ont de bons gènes et méritent d'être riches. Et les pauvres n'ont pas de diplôme, ont de mauvais gènes, si vous voulez, et méritent d'être pauvres. Ils sont feignants, ils ne travaillent pas, ce sont des profiteurs. Donc ça, c'est l'idéologie des dominants, l'idéologie de la bourgeoisie qui permet de justifier les inégalités sociales. Or, ce qu'on peut dire, c'est que les riches ne méritent pas leur diplôme. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans une famille cultivée, ce qui les a conditionnés à réussir leur scolarité. S'ils étaient nés dans une famille pauvre avec des parents sans diplôme, leur destin scolaire et leur destin professionnel aurait été différent. Merci pour votre attention.